à tous et à toutes. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'évoque dans quasiment tous mes épisodes. Il s'agit du trauma. Le trauma, c'est parfois un gros mot, parfois on en a peur, parfois c'est même tabou. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que le trauma pour démystifier un petit peu tout ça et te rendre compte au final de ce que c'est et si tu te reconnais ou pas dedans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste te rappeler quelque chose de fondamental pour moi. C'est que nous allons probablement tous et toutes être exposés dans notre vie à des événements potentiellement traumatisants. Et je parle de potentialité, car le même événement peut être traumatisant pour moi et ne pas l'être pour toi et vice-versa. La très bonne nouvelle, c'est que le trauma n'est pas une sentence à vie. Il est possible de l'intégrer, il est possible d'aller mieux, il est possible de guérir, il est possible de faire en sorte que les cicatrices de ton passé, de tes traumas, ne gèrent plus ta vie actuelle. Tu n'as pas besoin de t'identifier au trauma comme étant toi pour que tu puisses un jour t'en libérer. C'est important ça aussi. Il y a différentes manières de faire. Il y a différentes approches, il y a différents outils techniques qui permettent de réduire les effets du trauma et de ne plus laisser les cicatrices du passé diriger ta vie actuelle. En France, on connaît l'EMDR, donc c'est le eye movement, donc c'est une thérapie avec des mouvements oculaires pour faire baisser l'intensité émotionnelle du trauma. Moi, je vais te parler aujourd'hui du corps, beaucoup de corps, parce que pour moi, le trauma est stocké dans le corps. C'est aussi en partie de ton corps que tu pourras te libérer. Donc en fait, le corps stocke tout et c'est grâce à lui aussi que tu pourras aller mieux. Je t'invite vraiment à lire le livre The Body Keeps the Score ou bien Le corps n'oublie rien en français de Bessel van der Kolk. Pour moi, c'est un staple, c'est quelque chose que je recommande très très fréquemment, un livre qui te fait prendre conscience de tout ce que tu portes dans ton corps. J'ai déjà dit cette phrase plusieurs fois, c'est que trauma is not what happened to you, but what happened inside of you because of what happened to you. Le trauma, c'est ce qui arrive quand nos corps se préparent à répondre à un événement, mais que nos corps se trouvent submergés par ce qui se passe. Gabor Maté, qui a dit la phrase que je viens de citer, qui est un médecin spécialisé dans le trauma, décrit le traumatisme, le trauma, comme étant une blessure intérieure, une rupture durable ou une rupture de soi à la suite d'événements difficiles ou blessants, une blessure psychique dans l'esprit et dans le système nerveux. Moi, je suis vraiment d'accord avec cette définition-là. Judith Herman, qui est une psychiatre connue dans le monde du trauma elle aussi, le décrit comme étant tout événement qui submerge l'adaptation humaine, normalement ordinaire face à la vie. L'événement va nous laisser impuissants, sans aide, avec des pertes de contrôle, de dignité, de connexion, de perte de sentiment d'appartenance et une perte de sens. Donc c'est un événement qui submerge, donc il y a quelque chose qui nous submerge à l'intérieur de nous et qui nous laisse sans rien, qui nous laisse complètement impuissants. Face à un événement compliqué, notre corps voudra combattre, voudra fuir, il voudra donc nous protéger, mais notre corps reste bloqué. Nous sommes donc bloqués par conséquence et notre corps envoie constamment un message d'insécurité au cerveau. C'est vraiment un concept fondamental que je t'invite à apprendre, à comprendre. Ce n'est pas ta partie cognitive à qui tu peux apprendre que tu n'es pas en danger. Ce n'est pas ta partie cognitive à qui tu vas apprendre de baisser l'hypervigilance. Tu auras beau dire à ton cerveau, baisse l'hypervigilance. Si ton corps est bloqué, il est stock dans les patterns du trauma, ton cerveau aura sans cesse l'impression d'être en danger. C'est pour ça que je parle souvent de percevoir le danger, l'impression d'être en danger parce que ton corps, il porte ce danger en lui. Un exemple dont parle très souvent Peter Levine, c'est les chirurgies qu'on banalise très souvent chez l'enfant de l'amygdale. J'ai a priori, moi aussi, eu cette opération, je ne m'en rappelle absolument pas, mais je me suis rendu compte très récemment que je n'avais plus les amygdales moi-même.
Je ne me rappelle pas de mon enfance, donc c'est un souvenir qui n'a pas été conscientisé pour moi. Très souvent, ce genre d'opération aura pour conséquence de traumatiser l'enfant qui est immobilisé, qui va se sentir suffoqué, qui va être avec des têtes qu'il ne connaît pas, qui va être loin de ses figures d'attachement, de sécurité. Il ne va pas être rassuré, il ne va pas avoir la capacité de bouger, de fuir, de combattre. L'énergie sympathique va rester donc bloquée à l'intérieur de lui. C'est une opération, effectivement. Cette opération ou une autre opération peut être importante, voire même parfois vitale pour l'enfant, mais il est important de prendre en charge émotionnellement en amont l'enfant pour le rassurer, même son corps, pour lui dire qu'il va subir ça, etc., etc., et l'accompagner pour minimiser un maximum les symptômes de stress post-traumatique. Avant de continuer à parler du trauma et du corps, je reviens sur un basique. L'évolution clinique suite à un événement X. Et je précise quand même que l'événement X peut être même un événement du type carence affective répétée durant l'enfance. Ça, c'est vraiment fondamental que tu puisses le comprendre. Donc, j'espère que jusque-là, tu as compris que l'événement, ce n'est pas forcément l'événement complètement fou, mais je vais t'en reparler un petit peu plus au cours de cet épisode. Donc, je parle maintenant de l'évolution clinique suite à un événement. Euh, la première réaction, c'est ce qu'on va appeler la réaction aiguë. Cette réaction, elle va durer de quelques minutes à maximum 48 heures. Donc la durée de cette réaction est normalement inférieure à 2 jours. Il y a deux réactions possibles, ce qu'on appelle le stress adapté et le stress désadapté, qui n'est pas adapté. Qu'est-ce que le stress adapté? C'est ce qui est plus fréquent, heureusement. Donc c'est qu'il y a une phase d'alerte, donc il y a une hypervigilance, une anxiété. On se prépare à l'action. Il y a une hyperactivation neurovégétative, dont notre cerveau, nos glandes, notre corps se prépare à rentrer en action. Il y a une augmentation de la fréquence cardiaque aussi, de la respiration, de la tension artérielle. Il y a une stratégie qui va être ajustée en fonction de la situation. Donc, le corps s'adapte et il y a un nouveau réaménagement entre la personne, donc entre le sujet et l'environnement. Donc ça, c'est le stress adapté. Il y a un événement X, il y a une réaction aiguë qui est limitée dans le temps à 48 heures cliniquement et qui va engendrer certains symptômes pour que le corps puisse avoir une stratégie de lutte ou de combat. OK? Ensuite, il y a ensuite, et parfois, il y a le stress non adapté durant cette phase aiguë de 48 heures. Le stress non adapté, qu'est-ce que c'est? C'est que les capacités adaptatives sont dépassées. C'est ce que je te disais tout à l'heure de le corps, le système nerveux se sent dépassé, se sent submergé. Donc, la fenêtre de tolérance, elle est complètement dépassée. OK? On peut avoir même des troubles dissociatifs de courte durée, de la sidération, du figement, de l'hébétude même, de la déréalisation, de la dépersonnalisation, etc. Il y a des conduites qui sont inadaptées. Il y a une grande détresse au sein de la personne, cette détresse même qui l'envahit, elle est très agitée et la personne, bien entendu, est très, très, très vulnérable. Donc tout ça, c'est dans la réaction aiguë qui dure de l'événement à 48 heures maximum ensuite. Je précise que plus l'intervention se fait tôt après un événement particulier, plus les chances de développer un PTSD euh, diminuent. OK? Donc, plus les symptômes de troubles post-traumatiques diminuent. Donc, d'abord, un, la réaction aiguë. Deux, après cette réaction aiguë, il y a ce qu'on appelle l'ESA, l'état de stress aigu. Donc, réaction aiguë et ensuite l'état de stress aigu. Cet état de stress aigu dure cliniquement entre 2 à 28 jours. OK? Il est caractérisé par la persistance de certains symptômes dissociatifs. Il est caractérisé aussi par un champ de conscience qui peut être rétréci, de l'amnésie même, une difficulté d'intégrer le contexte, d'intégrer ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Euh, la, la, la,
il y a une déréalisation qui peut être possible aussi. Donc, je vois la situation comme si je voyais un film dans un écran. J'ai de l'espace, de la distance par rapport à la situation qui est autour de moi. Je ne me retrouve plus dans l'espace ni le temps. Donc, il y a une altération du temps, de l'espace, quel jour on est, quelle date, etc., etc. Parfois, la personne peut être dans la dépersonnalisation, donc se sentir étrange à elle-même, comme si elle était à côté de sa propre existence et qu'elle était même spectatrice de sa propre existence. Pendant cet état de stress aigu qui dure entre 2 et 28 jours, je le rappelle, il peut également y avoir des réactivations de pathologies qui sont déjà existantes, comme de l'anxiété, de la dépression, et il peut y avoir même des pathologies qui sont physiques, hein, comme un eczéma, un intestin irritable, un Crohn, un diabète, etc., etc. Ok, donc je récapitule. Un, réaction aiguë entre 0 et 2 jours. 2, état de stress aigu entre 2 et 28 jours. Et après 28 jours, on parle de TSPT, donc trouble du stress post-traumatique. Des fois, vous m'entendrez parler de PTSD en anglais. J'ai fait mes études en anglais aussi, donc parfois j'ai des termes anglais qui me viennent. Donc PTSD, c'est Post-Traumatic Stress Disorder. OK? Le TSPT va toucher 10% des sujets ayant vécu un événement potentiellement traumatique. Donc 10% des sujets qui ont vécu un événement X vont avoir ensuite des symptômes de TSPT. Les symptômes peuvent apparaître en continuité ou bien après une période de latence. OK? Donc, l'état de stress aigu dont je parlais tout à l'heure, l'ESA, doit dépasser 4 semaines, donc 28 jours. OK? Cette période de latence, elle peut être contemplative. Donc, la personne contemple, voit un petit peu ce qui se passe avant qu'il y ait des vrais symptômes qui rentrent en jeu. OK? Il peut y avoir des modifications de comportement, de l'hypervigilance, une hyperréactivité, voilà, une personne qui est tout le temps hyperactive, très, très agitée. Les symptômes peuvent être aussi immédiats après l'événement potentiellement traumatique. Ok. Euh, L'ESA peut avoir aussi, peut régresser aussi au cours des 4 semaines, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Si les symptômes de TSPT sont inférieurs à 3 mois, on parle de TSPT aigu, donc de trouble stress post-traumatique aigu. Et si c'est supérieur à 3 mois, on parle de chronique. OK. La CIM, donc, qui est la classification internationale des maladies, selon la CIM, le TSPT supérieur à 2 ans pourrait éventuellement modifier potentiellement la personnalité. C'est un sujet pour moi qu'il y aurait peut-être besoin de nuancer, mais toujours est-il que c'est la classification internationale des maladies qui parle de ça, donc je me suis permis de l'inclure dans cet épisode-là. Donc là, c'est un peu la partie technique, je m'en excuse, mais juste pour que vous compreniez un petit peu comment il peut y avoir une évolution suite à un événement. OK? Quels sont les symptômes du PTSD, du TSPT? Répétition, reviviscence des symptômes physiques, comme les maux de tête, étourdissement, sensation d'oppression dans le corps, douleurs musculaires, problèmes de digestion, constriction autour de la respiration, je n'arrive pas à dormir. Donc le sommeil en général est compliqué. Il peut y avoir aussi plein d'autres troubles psychosomatiques, des personnes qui perdent leurs cheveux, des cheveux qui deviennent blancs, des poussées d'eczéma, des soucis de thyroïde, troubles du rythme cardiaque, etc., etc. Il y a une multitude de symptômes. Attention, ce n'est pas parce que vous avez certains de ces symptômes-là que vous avez un TSPT. Si vous avez des troubles du rythme cardiaque, bien entendu, il est important d'aller voir son médecin. Hein. Je précise ça. Donc, je ne fais pas de diagnostic, je dis juste les symptômes potentiels, sachant qu'un TSPT peut augmenter les symptômes d'une maladie qui est déjà là, hein, clairement. Parmi les autres symptômes, il y a aussi des symptômes émotionnels. Je suis incapable de ressentir, j'ai peur, l'anxiété bien évidemment, la panique, je suis accablée,
une perte de sens totale, une perte de goût pour la vie. Il n'y a absolument rien qui me réconforte. Je suis en colère, j'ai honte, des sauts d'humeur, de l'hyperactivité, de l'hypervigilance, etc., etc. Il peut y avoir des symptômes psychologiques, de la dissociation. Je suis dissociée. Je n'habite pas mon corps. J'ai un défaut d'ancrage. Je ne suis pas ancrée dans mon corps. De l'hypervigilance, j'en ai parlé. De la rumination mentale, de la faible estime de soi, un discours intérieur qui est très négatif, de l'auto-accusation, de l'auto-sabotage, de l'autodestruction même, des problèmes de mémoire, de la dépression, de la perte d'intérêt pour les activités, des personnes qui vont être très 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 timides ou qui vont avoir des dimensions dépressives, voilà, perte de goût, j'ai plus intérêt à rien, les activités habituelles que je fais, je n'ai plus envie de les faire, des terreurs nocturnes, des cauchemars, etc., etc., etc. Et puis, il y a plein d'autres symptômes comme l'isolement, la solitude, les troubles de l'attachement, incapacité de gérer le stress ou les situations aiguës de stress. Chaque situation que je peux vivre dans ma vie, même assez classique, peut engendrer, peut déborder le vase de stress. Je vais à une réunion de boulot, ça me submerge voilà, comme si j'allais à l'abattoir. Être attiré par les situations dangereuses. Il y a des personnes qui font des sports extrêmes ou des choses comme ça et on se dit toujours pourquoi. Moi, j'avais l'exemple d'un client qui adorait la vitesse en voiture et en moto jusqu'à être vraiment très dangereux pour lui et pour les autres personnes. Et en fait, voilà, on a travaillé sur du trauma d'enfance et plus on travaillait sur son trauma, sur ses traumas d'enfance et plus il n'était plus du tout attiré par ce genre d'activité dangereuse. Donc, on peut rencontrer ça. Il peut y avoir des troubles aussi de la sexualité, de l'amnésie, du brain fog, donc brouillard mental, des mutilations, de l'autodestruction. Ça, malheureusement, ça arrive souvent. Peur de la mort, anxiété, addiction, de la fuite. Je fuis des endroits, je fuis des activités, je fuis des personnes, etc. Une perte de sens totale, des attaques de panique, des phobies. La liste est extrêmement longue. Encore une fois, c'est pas parce que tu te retrouves dans un de ces symptômes-là que tu as forcément un TSPT. Donc, je t'invite vraiment à garder ton discernement, à aller voir le médecin également, à être suivi par des psychothérapeutes qui sont formés au trauma, des psychotraumatologues comme moi. Voilà, te faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent et qui sauront t'orienter et t'aider à intégrer tout ça. Maintenant que tu comprends, je l'espère, ce qu'est le trauma, euh, que tu te rends compte peut-être de ce qu'est un trauma, euh, tu vas sûrement te demander comment je peux guérir. La guérison d'un traumatisme est une approche à multiples facettes qui nécessite plusieurs modalités, plusieurs process. Néanmoins, un élément fondamental de la réparation, de la guérison des traumatismes consiste à améliorer ta capacité à autoréguler ton propre système nerveux, en plus des thérapies de co-régulation. Personnellement, j'accompagne mes clients avec le travail sur les parties de soi, le reparentage, donc devenir un parent aimant à son enfant intérieur, les pratiques d'embodiment, les pratiques somatiques, l'EFT, la libération émotionnelle, la respiration, l'hypnose. L'élément fondamental pour moi étant de retrouver de la sécurité intérieure. Je t'invite pour cela à écouter l'épisode juste avant sur la sécurité intérieure où je t'expliquais comment et pourquoi c'est fondamental pour guérir. Et je vais finir l'épisode sur quels événements peuvent être potentiellement traumatisants. On parle parfois de trauma avec un grand T et trauma avec un petit t, big T ou small t trauma. Donc il y a effectivement les événements classiquement reconnus comme étant traumatisants. Et il y a des événements qui peuvent sembler plus banals et qui pourtant peuvent être potentiellement traumatisants également. Donc pour les événements qui sont reconnus, on va dire, par la majorité, on a les guerres, on a les abus graves émotionnels, physiques ou même sexuels pendant l'enfance, on a la négligence
pendant l'enfance en général. On a l'abandon pendant l'enfance toujours, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup l'enfance. Être victime ou témoin de violence, tout ce qui est viol évidemment, les blessures, les maladies, les catastrophes naturelles également. Donc tout ça, ce sont des événements qui sont, on va dire, ce qu'on appelle les big T, donc reconnus comme étant potentiellement traumatisants, bien entendu. Il y a d'autres causes qui sont moins évidentes de traumatisme également et qui peuvent paraître ordinaires parfois, malheureusement. Et pourtant, ils pourraient être bien plus traumatisants, bien plus que ce qu'on pourrait croire. Là, dans la liste qui va suivre, je t'invite vraiment à te reconnecter à ton corps. Si jamais, pendant que tu entends un mot ou un événement, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, juste prends en note parce que, comme je te disais en tout début d'épisode, le trauma, il est vraiment stocké dans ton corps. Donc, ton corps, il va te parler. Parfois, tu vas lire un livre et tu vas lire le témoignage de quelqu'un et là, tout de suite, tu vas voir ton cœur qui va serrer. Tu vas te dire, mais pourquoi? Parce que bah, ça rappelle quelque chose à ton corps. Donc, c'est important d'honorer ça, c'est important d'écouter ça, c'est important de ressentir ça également. Donc, il peut y avoir un resserrement musculaire, des picotements, de la respiration qui change, la fréquence cardiaque, etc. Donc, juste prenez le temps vraiment de vous observer euh, pendant que je vous fais cette liste-là. OK? Donc, parmi tous ces événements-là, on peut avoir l'accident de voiture, même mineur, hein. Les petits accrochages, par exemple, les procédures médicales, les procédures dentaires, en particulier quand elles sont pratiquées sur des enfants ou qu'il y a une anesthésie générale. Ok. A priori, l'utilisation de l'éther augmenterait le risque de traumatisme selon Peter Levine. Il peut y avoir aussi d'autres procédures médicales, même si jugées nécessaires, peuvent être traumatisantes en fonction de la fenêtre de tolérance de la personne, en fonction de comment ça a été approché, comme un examen pelvien, par exemple, qui peut être perçu comme une attaque, même si de manière rationnelle, on va comprendre que ça va être utile. C'est pour ça que là, je parle aux femmes. Si vous allez voir une sage-femme, un gynéco, etc., choisissez quelqu'un qui soit vraiment doux dans l'approche, qui vous explique, qui vous demande l'autorisation, etc. C'est très important. Il peut y avoir toutes sortes de chutes, même les chutes domestiques. Il peut y avoir d'autres blessures, même mineures, surtout quand il s'agit d'enfants ou de personnes âgées. Parfois, un enfant qui tombe d'un vélo, eh ben, s'il pleure, s'il n'y a absolument personne pour venir le sécuriser, ça peut rester figé à l'intérieur du corps et être potentiellement traumatisé avec, voilà, avec une possibilité de trauma par la suite. Surtout si c'est des choses répétées comme ça. Un jour, il tombe en vélo, il n'y a personne. Un jour, il fait pipi au lit, il n'y a personne, etc., etc. Donc, il y a les catastrophes naturelles, bien sûr, les tremblements de terre, ouragans, les inondations, les incendies, etc. Il y a la maladie, surtout si c'est des cas de maladie vraiment très aigus qui peuvent qui peuvent faire peur, une forte fièvre, une intoxication alimentaire voilà, très traumatisante, être laissé seul, surtout pour les enfants, pour les jeunes bébés. Alors, s'il vous plaît, quand votre bébé pleure, prenez-le dans les bras, rassurez-le, venez lui dire que c'est OK, ou demandez-lui qu'est-ce qu'il va, prenez-le dans les bras. Voilà, rassurez-le. Il n'a pas la capacité de se réguler tout seul, un bébé. Il va rentrer en figement, donc prenez-le dans les bras, s'il vous plaît. L'immobilisation prolongée, surtout chez les enfants, encore une fois, euh, comme par exemple le plâtre, les enfants qui portent des attelles pour la scoliose, etc. L'enfant n'a pas son cortex qui est complètement là. Un adulte, il va rationaliser un minimum ce qu'il est en train de vivre et donc la potentialité que ça devienne un trauma va baisser. Un enfant, malheureusement, il n'a pas cette capacité-là. Donc, expliquez à vos enfants, soyez là pour eux, rassurez-les, s'il vous plaît. Ce qui est potentiellement traumatisant, ça pourrait être aussi de l'exposition au froid extrême, à la chaleur extrême, encore une fois, surtout chez les bébés et les enfants. Il peut y avoir des bruits forts, des bruits soudains, une explosion, par exemple. Et il peut y avoir, bien entendu, le stress à la naissance, tant pour la mère que pour l'enfant. Il y a énormément, énormément de traumas liés à la grossesse, de traumas liés aux IVG, de traumas liés aux IMG, de traumas liés au deuil périnatal de manière générale, aux traumas liés à l'accouchement qui peut être traumatique et c'est malheureusement quelque chose qui est très, très, très fréquent.
Une dernière précision avant de clôturer cet épisode, c'est que développer des symptômes de TSPT, c'est pas forcément toi qui as vécu le danger. Effectivement, tu peux, toi, être exposé directement à l'événement traumatique ou à plusieurs événements traumatiques, potentiellement traumatiques, ou tu peux être témoin d'un ou plusieurs événements traumatiques survenus à d'autres personnes. Et pourquoi je dis ça? Parce que le monde actuel va mal. Nous sommes tous témoins d'événements différents, traumatisants. Il y a une sidération qui est quand même collective. On a vécu aussi des traumas collectifs. Donc, n'oubliez pas ça. On n'est pas forcément exposé directement à l'événement traumatique, mais on peut être témoin d'un ou plusieurs événements traumatiques. On peut aussi apprendre que l'événement traumatique soit survenu à un membre de la famille proche ou un ami, par exemple. S'il y a eu quelque chose de très violent, d'accidentel. Ok. On peut être aussi être exposé de manière répétée ou extrême à des événements traumatiques, comme les réseaux sociaux qui nous montrent des choses traumatiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si cliniquement, cela ne s'applique pas vraiment par l'exposition, par les médias électroniques, télévision, etc., etc. Sauf quand elles surviennent dans le milieu professionnel, comme les policiers qui voient des images, des vidéos, des trucs comme ça. Donc, eux, ils pourraient être potentiellement traumatiques. Nous qui voyons sur les réseaux sociaux, non. Donc ça, c'est la clinique, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que être exposé tous les jours sur les réseaux sociaux à des violences, ça a le pouvoir voilà, de potentialiser un trauma ou de potentialiser une anxiété ou de rajouter de nouveaux symptômes, etc. Donc voilà, moi je vous parle de ce qui est clinique et puis dans la pratique, ça peut être différent. Je ramènerai de la nuance, je me permettrai de ramener de la nuance là-dedans. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit topo assez complet, peut-être un peu technique sur le trauma. Je m'excuse si c'est trop technique, mais juste pour que vous ayez une vision vraiment globale du trauma et qui soit complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en barre d'infos si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à partager cet épisode pour me faire connaître ma chaîne. Mettez-moi un like si vous avez aimé. Notez aussi le podcast si le cœur vous dit de le faire pour que je puisse être référencée et que ma chaîne puisse être connue et que l'information passe au plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très très bientôt.